Le terme « inclusion » s'est imposé dans nos discours contemporains. On le retrouve dans l'éducation, le handicap, le numérique, les politiques sociales ou encore l'emploi. Mais savons-nous vraiment ce qu'il recouvre? S'agit-il d'un simple synonyme de l'intégration ou bien d'une profonde transformation de notre rapport à la différence, à la norme, à la société? Le mot « inclusion » vient du latin « includere », faire entrer, enfermer dans. Il désigne d'abord une action spatiale, celle d'intégrer un élément dans un ensemble clos. En français, ce terme n'a été utilisé que tardivement, d'abord dans le lexique scientifique, puis dans les sciences sociales. L'usage courant du mot « inclusion », au sens de justice sociale et d'égalité des droits, est largement issu de l'anglais « inclusion », en particulier dans le champ éducatif dès les années 1980, notamment au Canada et dans les pays nordiques. L'inclusion se distingue de l'intégration. L'intégration impose à la personne différente de s'adapter à un cadre prédéfini. L'inclusion, elle, invite à repenser le cadre lui-même. Ce n'est plus à l'individu de correspondre à la norme, mais à la norme d'évoluer pour inclure la diversité humaine. L'inclusion est aujourd'hui au cœur de nombreux textes de référence. Au niveau international, l'ONU et l'UNESCO promeuvent une société inclusive basée sur les droits humains. Ils affirment que l'inclusion est un principe fondamental pour atteindre les objectifs de développement durable. L'article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU consacre l'éducation inclusive comme droit fondamental. En Europe, la stratégie de Lisbonne de l'année 2000 et la stratégie Europe 2020, plaçant l'inclusion au cœur du développement social et économique. En France et à Chypre, l'inclusion est devenue un axe majeur des politiques publiques. Exemple, plan contre la pauvreté, inclusion scolaire et sociale, emploi et formation professionnelle, sport et culture accessibles à tous. Ces politiques publiques contribuent à faire de l'inclusion une norme. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'inclusion apparaît dans de nombreux secteurs et bouleverse les pratiques. Par exemple, à l'école, elle remet en cause la logique du tri et de la sélection. Elle valorise la pédagogie universelle, l'accompagnement différencié, les équipes pluridisciplinaires. Dans l'entreprise, elle questionne les pratiques managériales, les processus de recrutement, les politiques des ressources humaines. Dans la sphère publique, elle exige une refonte des services, accessibilité numérique, simplification administrative, accueil inconditionnel. L'inclusion ne concerne pas seulement les personnes en situation de handicap. Elle s'adresse aussi aux personnes âgées, aux personnes migrantes, au public éloigné de l'emploi ou de la culture, aux enfants neuroatypiques, aux usagers peu familiarisés avec le numérique. Elle engage une transformation globale du rapport aux droits et à la citoyenneté. Mais l'inclusion va encore plus loin. Elle propose d'anticiper ces besoins dans la conception même des environnements, des dispositifs et des services. La conception universelle, aussi appelée Design for All, née dans les années 1990, incarne cette approche. Elle consiste à créer des environnements accessibles sans nécessité d'adaptation spécifique. Ce principe est inscrit dans la Convention des droits des personnes en situation de handicap et encouragé par le Conseil de l'Europe. Un ascenseur dans une gare ne sert pas uniquement aux personnes en fauteuil roulant. Il aide aussi les parents avec des poussettes, les personnes âgées et même les voyageurs avec des bagages lourds. Ce qui est accessible à certains profite à tous. Un site internet accessible n'est pas seulement bénéfique aux personnes malvoyantes, mais aussi aux seniors ou aux utilisateurs de smartphones en plein soleil. La conception universelle repose sur 7 principes fondamentaux. Le premier est l'utilisation égalitaire. Tout le monde peut utiliser le produit ou l'espace. Le deuxième principe est la flexibilité d'utilisation, c'est-à-dire une adaptabilité aux différentes capacités. Le troisième principe est la simplicité qui se caractérise par une facilité d'usage et d'apprentissage. Le quatrième est l'information perceptible, c'est-à-dire accessible via plusieurs sens, visuel, auditif, tactile. Le cinquième principe est la tolérance à l'erreur. C'est conçu pour réduire les risques d'erreur et avertir de dangers éventuels selon l'utilisation. Le sixième principe pose un effort physique minimal avec une utilisation facilitée. Le septième et dernier principe concerne les dimensions et l'espace. La conception est adaptée aux personnes en fauteuil roulant, aux enfants et aux seniors. Intégrer la conception universelle dès le départ ne coûte que 1% de plus dans un projet. En revanche, ne pas le faire peut entraîner des pertes économiques et sociales bien plus importantes.
Un lieu accessible attire plus de visiteurs, stimule l'économie locale et favorise l'inclusion de tous. La conception universelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle nous concerne tous, aujourd'hui et demain. Mais l'inclusion est un processus en tension. Elle est souvent évoquée comme une évidence, mais rarement mise en œuvre dans toute sa radicalité. Les obstacles sont nombreux. Manque de formation, freins institutionnels, résistance culturelle, logique économique. Pourtant, les avancées sont là. Les lois progressent. Les outils numériques deviennent plus accessibles. Les mentalités évoluent et la jeunesse porte de nouvelles attentes. Pour conclure, n'oublions pas que l'inclusion ne signifie pas simplement accueillir tous les publics. Cela signifie repenser en profondeur les normes, les institutions, les espaces et les usages. C'est un projet de société, un projet exigeant, un projet porteur d'émancipation. Car une société inclusive n'est pas seulement une société plus juste, c'est une société plus riche, plus créative, plus vivante.